un moment donné de sa vie, quelque chose l'a changé. Et c'est là qu'il est devenu un meurtrier en sommeil. Aujourd'hui, on sait que Diddy est violent. Non, il n'a pas de problème de gestion de colère, il n'a pas la gifle légère, il est juste violent, point à la ligne. Mais savez-vous à quel point il est prêt à se salir les mains? Nous sommes le 27 décembre 1999 et Diddy se livre à son activité préférée, faire la fête. Un soir, il décide de sortir avec sa copine de l'époque, Jennifer Lopez. Avec eux, il y a aussi son garde du corps et un rappeur et ami qui s'appelle Shyne. Ensemble, ils se rendent au club New York, une boîte de nuit qui fait fureur. La soirée se passe très bien, le son est bon, l'alcool coule à flot, et aux alentours de 2 heures, la petite équipe décide de quitter le club. Ils font donc leur au revoir à tout le monde, et ils s'avancent vers la sortie. C'est là que Diddy bouscule quelqu'un. Le verre de l'homme tombe sur le sol forcément et il se brise. Si vous êtes déjà allé en boîte de nuit, vous savez que ce sont des choses qui arrivent. Le truc c'est que Matthew Allen, celui dont le verre s'est cassé, il en fait tout un drame. D'ailleurs cet homme il est connu sous le nom de Sicard. En fait c'est un petit gangster du coin, alors forcément il voit dans cet incident l'occasion de faire le coq. Le ton monte, les insultes se mettent à siffler, et à 2h30 du matin, 3 coups de feu se font entendre. Dans le club, c'est la panique. 3 personnes qui n'avaient rien demandé à personne sont touchées et elles s'effondrent sur le sol. Diddy et sa clique, eux, s'enfuient à toute vitesse à bord de leur voiture. Mais très vite, la police les retrouve et elle les rattrape au coin de la 54e avenue. Dans le véhicule, une arme à feu est retrouvée. C'est là que commence l'un des procès les plus médiatisés des années 90. Rap star Sean Puffy Combs is free on bail after he and his girlfriend, entertainer Jennifer Lopez, were arrested after a nightclub shooting in New York City. Jennifer Lopez, elle, est rapidement écartée de tout soupçon. Il ne reste plus à savoir qui de Jones, le garde du corps, de Shyne ou de Diddy a tiré. Contre toute attente, les charges contre Diddy et son garde du corps sont totalement abandonnées. Shyne, en revanche, est reconnu coupable de 5 chefs d'accusation et il est condamné à 9 ans de prison. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que Shyne a toujours affirmé avoir payé pour quelqu'un d'autre. Mais qui exactement? Ça, il ne l'a jamais dit. Mais forcément, tous les regards se tournent vers Diddy. He had nothing to do with this whatsoever, and it is very, very frustrating to keep on going through this when anything happens anywhere. He's blamed for it. Aussi bizarre que ça sonne, cette histoire lui a fait gagner une certaine street cred, quoi. Il a gagné le respect de certains rappeurs. Ça lui a donné une image de bad boy, de gars à ne pas chercher, des traits de caractère qui sont très appréciés dans le milieu du rap et du hip-hop. Mais pourtant, tous les artistes réfléchissent à 2 fois avant de signer avec Diddy. Vous vous demandez certainement pourquoi, hein? Parce que cet homme est un vrai rat. Le 27 janvier 2020, le Staples Center de Los Angeles est plein à craquer. Alicia Keys porte une belle robe argentée, elle est sur la scène et elle parcourt la salle du regard. Tous les invités attendent qu'elle ouvre l'enveloppe qu'elle tient entre les mains. Forcément, en bonne maîtresse de cérémonie, elle fait un peu durer le suspense, elle regarde les gens comme ça, mais qui c'est? Et puis, elle finit par en lire le contenu. Le Industry Icon Award est remis à Sean Combs. Waouh, Sean Combs, Diddy. Et Diddy ne se fait pas prier, hein. Il monte sur scène pour récupérer son trophée et il a cet air un petit peu, voilà quoi, bad boy encore une fois. Et bien sûr, fidèle à lui-même, il se sent obligé de se la jouer un petit peu Rosa Parks. Là, il pointe du doigt l'attitude déplorable de la Recording Academy. En fait, chaque année, les artistes rap et R&B se tuent au travail pour produire des hits, mais selon lui, la Recording Academy, elle s'obstine à les considérer comme appartenant à des sous-genres. Et Diddy, il exige du respect pour ses styles musicaux. We are artists and we are sensitive about our we are passionate. For most of us, this is all we got. This is our only hope. Truth be told, hip-hop has never been respected by the Grammys. Forcément, son discours, il est suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Mais au même moment, devant sa télé, Mason Durrell, il éclate de rire. Les plus jeunes d'entre vous n'ont aucune idée de qui est Mason, hein. Mais si je vous dis Mace, peut-être que ça vous dira quelque chose. Mace, c'était l'un des rappeurs stars de Bad Boy Records. Avec Feel So Good, il était devenu le Drake de son époque. Et d'ailleurs, son album Harlem World a été 4 fois platine. Mais aujourd'hui, il survit à peine. Et pour Mace, le coupable est tout trouvé, c'est Diddy. Du coup, quand il entend ce discours à la télé, il court clasher Diddy sur internet. Mais toi, t'es fou, quoi! Tes pratiques commerciales, elles ont affamé tes artistes, elles sont injustes envers ces mêmes artistes qui t'ont permis d'obtenir cette Icon Award. Il est totalement révolté. Mace explique qu'en tout et pour tout, il a reçu seulement $20 000 en guise de droits d'auteur. Et ça le rend dingue. I never got paid what I was worth,
and I never got the respect I was worth. So the disdain that I got for Puff is more like, you trying to keep me here. Et le truc, c'est que ce n'est pas la première fois que Diddy est traité d'esclavagiste des temps modernes. En 1999, The Lox, un groupe de rap signé chez Bad Boy Records, part en campagne contre Diddy. Les trois rappeurs en ont marre de ce qu'ils qualifient d'exploitation. Selon eux, ils sont payés avec des cacahuètes et ils voient à peine leurs droits d'auteur. En guise de représailles, ils initient la campagne Free The Lox, et ça marche. Mais le prix à payer pour retrouver leur liberté a été considérable. Ils ont dû verser 3 millions de dollars à Bad Boys et céder 50% de leurs royalties. This is for life. So for the rest of your life, if you make a song, you have the way it stands, he gets money no matter what. If we make a give it to me or in the club, he's gonna make more off that than... Honnêtement, Diddy a pas mal d'artistes qu'il voit comme un capitaliste sans pitié. C'est par exemple le cas de Da Band. Da Band est un groupe de rap qui a été créé lors d'une télé-réalité. Pendant 3 saisons, entre 2000 et 2002, on suit des aspirants rappeurs qui essaient de percer. La série, elle est pas très connue en France, mais elle a vraiment cartonné aux États-Unis. Finalement, en septembre 2003, Da Band sort son album Too Hot for TV. C'est pas un bid, mais on va dire que c'est pas un succès magistral non plus. En tout, il s'en vend 500 000 copies. C'est plutôt pas mal. Mais là encore, le souci, c'est l'argent. Combien croyez-vous que les membres de Da Band aient été payés pour avoir donné 3 ans de leur vie à Bad Boys Records? Je parle ici de la participation à la télé-réalité qui a été produite par Diddy. 300 000 $? Pas du tout. 150 000 $? Pas du tout. Pour ces 3 ans de travail, chacun d'entre eux a reçu 25 000 $. C'est même pas 1 000 $ par mois. We sold the records, we had the #1 show, we had 3 seasons, like we did all the work. And it's like everybody around Bad Boy was just helping us. Je sais qu'à ce stade, il est facile de se dire que Diddy est un monstre sans nom, mais je pense qu'il faut un peu nuancer la situation. Quand un artiste signe dans un label, le deal est le suivant. J'investis sur toi, et je me paie sur tes ventes. Donc très souvent, l'artiste n'apporte que son talent. Il faut payer les frais d'enregistrement, le marketing, la promotion, l'organisation des concerts, les charges d'entreprise, etc. Et toutes ces dépenses, c'est la maison de disques qui les supporte. Alors logiquement, quand il y a des ventes, le studio récupère son investissement. Du coup, quand un artiste signé vend pour 10 millions, ça ne veut pas dire qu'il a gagné 10 millions. Ça, c'est ce qui est arrivé à Lisa du groupe TLC. Okay, there are 100 points on the album. TLC had 7. Every point is equal to 8 cents. All right? 7 times 8, 56 cents. But as time went on, we learned a lot. That means every time an album gets sold, TLC gets 56 cents. So 10 million records, $5.6 million. Seems like a lot of money. Well, it's not a lot of money when the record company has spent $3 million to record your album. And in the record business, we pay all costs back to the record company. We pay recording costs, video costs. So now we have $2.6 million left. Well, guess what? When you have that much money, you're in about the 47, 48, 49% tax bracket. So that immediately gets deducted to $1.3 million. Then you split the rest 3 ways. You got about $300,000 apiece, if that much. Okay? $300,000. I can buy a nice house with that. And what am I gonna pay my bills with? Je pense aussi qu'il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le manque d'éducation financière des 10 artistes. La plupart d'entre eux sont hyper jeunes, ils sont soit ados, soit ils ont la petite vingtaine, ils viennent très souvent de quartiers difficiles, et ils n'ont pas forcément fait d'études poussées. Ils voient juste le bling, ils voient les paillettes, et ils ne pensent pas à solliciter d'avocats pour négocier leur contrat. C'est comme ça que, très souvent, ils se retrouvent à signer des documents qu'ils ne comprennent pas. All I knew that was in the contract is that I was signing the Bad Boy. I was young, I was dumb. All I knew how to do was rap. That was it. The amount of money that was in my contract, I'm not going to say exactly how much it was, but I will say that I did take it to a lawyer, and my lawyer did tell me it's fame, not fame and fortune. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais en tout cas, c'est pas illégal. Donc, pour en revenir à Diddy, les accusations d'exploitation sont sujettes à débat. En revanche, ce qui est incontestable, c'est qu'il a complètement détruit la vie de son ex-petite amie. Mars 2016,
hôtel intercontinental de Los Angeles. Alors qu'ils profitent de leur petite soirée, un couple entend des hurlements. Au début, ils ne sont pas vraiment sûrs, hein, mais on dirait quand même des cris de femme, quoi. On dirait une femme qui hurle. Et de temps en temps, un homme semble hurler. Mais bon, peut-être que c'est juste la télé, hein. Mais ça se reproduit, à plusieurs reprises. C'est pas du tout la télé. C'est en fait une énième dispute entre Didi et Cassie. Et une fois de plus, Cassie espère que ce sera la dernière. Ça fait 10 ans qu'elle est sa chose. Elle n'en peut plus. Alors, une fois de plus, elle essaie de s'enfuir. Pendant que Didi dort, Cassie enfile ses chaussures, elle se rhabille et elle se glisse vers la porte. Mais en bon prédateur, son compagnon se réveille dès qu'elle touche la poignée. Et là, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Il n'y a pas beaucoup d'options, je pense que vous savez. Didi saute hors de son lit, il poursuit Cassie dans le couloir, et là, il commence à la tabasser. Il la balance par terre, il la traîne par le col de son pull. C'est horrible. Malgré tout, Cassie, elle parvient à s'enfuir de l'hôtel. Quand elle sort, elle a une mine affreuse, mais au moins, elle est libre. Elle se dépêche de prendre un taxi et d'aller s'enfermer chez elle. Bon, repartons un peu aux origines de cette histoire. Cassie Ventura naît le 26 août 1986 à New London, dans le Connecticut. C'est une très belle jeune femme, elle est métisse philippino-américaine, et forcément, dans sa petite ville, voilà, c'est la plus belle. À 14 ans, elle débute dans le mannequinat, et à 18 ans, dès qu'elle a son bac en poche, elle fait ses valises direction New York. Là, elle vit sa meilleure vie, elle rencontre plein d'amis, enfin, elle est trop heureuse quoi, elle sent que c'est la ville où elle doit être. Un soir, en boîte de nuit, elle rencontre Ryan. À l'époque, il avait déjà quelques succès et il était en train de monter. En 2006 donc, grâce à Ryan, Cassie enregistre ce qui reste son titre le plus connu, Me and You. Ah, j'ai tellement dansé sur Me and You. Me and You. Désolée, je vibe, j'ai un petit moment vibe là. Au début, quand Ryan présente le son à Didi, bah on va dire qu'il est assez mitigé. Hein. Il se dit que la chanson n'est pas mauvaise, mais c'est pas non plus une prestation à la Mariah Carey quoi. Mais Ryan est prêt à tout pour catapulter sa petite amie. Il lui crée un compte MySpace et le beau visage de Cassie attire des millions de followers. Et c'est cette fanbase qui va l'aider à pousser Me and You dans les boîtes de nuit et dans les radios. À force d'entendre la chanson, Didi décide de signer Cassie. Et le 8 août 2006, le studio sort l'album Cassie. Everybody need Cassie. Y'all know that. Le single phare, Me and You, il se hisse rapidement à la 3e place du Billboard 100. Il n'y a qu'un seul souci dans tout ça. Cassie, elle n'a pas réellement de talent. Quand elle est en studio et que les techniciens arrangent un peu ses mélodies, ça va. Mais sinon, c'est juste terrible. En août 2006, elle donne un spectacle promotionnel sur MTV et plus tard sur BET. Franchement, c'est un fiasco, et je pèse mes mots. Sans le tuning, elle est complètement perdue. Elle n'articule pas quand elle chante, et en plus, elle n'est pas réellement une danseuse. Bref, la carrière de Cassie est morte dès qu'elle a donné sa première prestation live. Clairement, c'est pas une artiste, et les médias américains la traînent dans la boue. Mais au cœur de cette tempête, un homme la défend bec et ongles. Devinez de qui il s'agit? De Didi. Non mais vous savez, elle est juste stressée, elle a besoin de temps pour s'habituer au regard du public. En novembre 2006, rebelote. Cassie performe au MTV Europe Music Awards à Copenhague, au Danemark. Et autant dire que le changement de pays n'améliore pas les choses. Hein. Même les danseurs en arrière-plan ont plus de présence que Cassie. Dans les coulisses, l'artiste make-up s'approche de Cassie et elle lui dit à l'oreille « Je crois que Didi a un gros crush sur toi. » C'est le début de la fin. Après ça, Didi commence à lui faire la cour et il l'entraîne peu à peu dans les profondeurs de son monde. En septembre 2007, il passe la chercher à son appartement de Manhattan. Et dès que Cassie s'installe dans la voiture, elle remarque quelque chose de bizarre. Didi n'est pas dans son état normal. Il est clairement sous influence. Et parce que plus on est fou, plus on rit, il tend une pilule d'ecstasy à Cassie. Après ce jour-là, elle en consommera quasi quotidiennement pendant 10 ans. Et encore aujourd'hui, elle n'est pas complètement débarrassée de cette addiction. La seule ombre au tableau, c'est que Cassie est techniquement encore en couple avec Ryan. Et du coup, pour voir Didi, elle doit jongler. Le truc c'est que, bien heureusement, son amant est un as du mensonge. En automne 2007, Didi et son équipe fabriquent un flyer. Un flyer selon lequel Cassie serait en concert à Miami. Bien sûr, elle n'a pas de prestation à donner, c'est juste une